10h, 11h30. Véronique Tiberghien sur la première. Notre dossier du jour, c'est donc consacré à l'hyperperméabilité intestinale. Et on va en parler avec Myriam Camou, coach en nutrition certifiée en nutrithérapie. Bonjour Myriam. Bonjour Véronique. Ravie de vous retrouver. Également. Oui. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous êtes allé nous chercher ? Écoutez, effectivement, l'hyperperméabilité intestinale, c'est un sujet dont on n'entend jamais parler. Oui. Et les personnes que je reçois en coaching n'en ont jamais entendu parler non plus. Et pourtant, elles ont un passif assez long chez les médecins, chez les gastro-entérologues. Et voilà, j'ai décidé récemment de faire un article sur mon blog greencoachnutrition.com à ce sujet. Ça a parlé à énormément de personnes, j'ai eu énormément de retours. Et je me suis dit que ce serait certainement intéressant de venir en parler ici aujourd'hui. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé aussi sur Internet, j'ai googlisé, je suis tombée sur plein d'articles qui en parlaient. Voilà. Et alors, par contre, assez peu de trucs, de choses scientifiques. Enfin, je veux dire, des recherches en la matière. Vous en avez trouvé, évidemment, pour étayer votre article. Hein. Il y en a beaucoup. Les références se retrouvent d'ailleurs en dessous. Mais j'ai l'impression que c'est peu étudié. Écoutez, c'est beaucoup moins étudié en tant que tel que les recherches qui sont sur le microbiote intestinal. Sur le microbiote intestinal, on retrouve des dizaines de milliers d'études qui ont été réalisées ces dernières années. L'hyperperméabilité intestinale est une conséquence d'une perturbation du microbiote intestinal. C'est ça. Donc à partir du moment où notre microbiote intestinal est déséquilibré, qu'on est en dysbiose intestinale, eh bien la barrière de notre intestin grêle va se fragiliser, va devenir perméable. Et à partir du moment où cette barrière n'est plus étanche aux toxiques, ne fait plus barrière entre le monde extérieur et notre corps, notre organisme, eh bien, il y a des molécules toxiques indésirables qui vont passer cette barrière intestinale. C'est ça. Et c'est là que notre système immunitaire va se réveiller et va créer de l'inflammation de tout type. Également, c'est le début de toutes les maladies dites auto-immunes. Elle favorise, cette hyperperméabilité. Exactement. Favorise l'installation par la suite de maladies auto-immunes. Alors, dans un temps normal, dans des conditions normales, l'intestin, il est quand même un tout petit peu perméable, entre guillemets, puisque son rôle, c'est de laisser passer certaines choses de l'intestin jusque dans notre corps, notre sang, etc., et que ça puisse circuler dans les organes. C'est notre bon carburant, c'est les vitamines, les nutriments, etc. Une fois qu'ils sont transformés, hop, ils passent cette fameuse barrière. Mais la barrière est normalement intelligente et retient tout ce qui est mauvais et ne laisse passer que ce dont le corps a besoin. Tout à fait. Par des petits canaux, on va dire, qui s'ouvrent et se referment. Et puis, l'hyperperméabilité, c'est les canaux qui s'ouvrent un peu trop, finalement, et qui ne jouent plus leur rôle, c'est ça. Tout de à fait. barrière entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Pour la barrière intestinale, on parle de perméabilité sélective. C'est-à-dire que, normalement, ce qui ne devrait passer la barrière intestinale, ça devrait uniquement être des nutriments digérés. Des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des molécules vraiment qui vont venir construire notre corps, qui vont venir nourrir nos cellules et nous aider à avoir de l'énergie et à renouveler nos tissus. Cependant, lorsque la barrière intestinale devient hyperperméable, les jonctions serrées de l'intestin vont s'ouvrir et il y a des molécules indésirables qui vont passer. Ces molécules indésirables, ce sont des macromolécules, c'est également des toxines et autres, des bactéries, qui, une fois qu'elles passent, vont être vues comme des pathogènes par notre système immunitaire. Alors que les toxines et les bactéries soient vues comme des pathogènes, oui, pourquoi pas. Mais lorsqu'il s'agit de molécules alimentaires non digérées, à savoir des fragments de gluten qui vient du blé, entre autres, ou des fragments de caséine qui viennent des produits laitiers, eh bien, notre système immunitaire va reconnaître ces fragments alimentaires comme des ennemis à attaquer. Donc, il va se réveiller, ce système immunitaire, et il va surréagir. Et en attaquant ces molécules non digérées, ces molécules alimentaires, eh bien, il va non seulement les attaquer elles-mêmes, mais il va également attaquer des tissus sains. Et l'attaque de ces tissus sains va provoquer de l'inflammation au niveau gastro-intestinal d'une part, mais également de l'inflammation généralisée qui va s'étendre dans tout le corps. Et on va avoir des inflammations au niveau articulaire, au niveau de la peau, ça peut donner de l'acné inflammatoire, de l'eczéma. On va avoir des inflammations au niveau des voies respiratoires, asthme et autres sinusites à répétition. Et donc voilà, le fait que cette barrière intestinale ne soit plus intègre va faire surréagir le système immunitaire.
Alors, sans même parler des maladies auto-immunes, puisque cette hyperperméabilité à force et donc la réaction de notre système immunitaire favoriserait le développement de maladies auto-immunes qui sont multicausanes et multifactorielles. Hein. Donc, c'est un élément, mais si on peut déjà l'éliminer, c'est déjà pas mal. Sans parler même de ça, au fond, on a toute une série ici d'éléments qui sont perturbateurs de notre vie quotidienne et de notre bien-être au quotidien. Alors certes, l'acné inflammatoire, c'est pas mortel, mais ça peut être gênant pour ceux qui le vivent au jour le jour. Idem pour toute une série d'autres choses, l'augmentation des intolérances alimentaires, le syndrome du côlon irritable. Le fameux syndrome du côlon irritable. Beaucoup de gastro-entérologues et de médecins vous parlent dès que vous et vous ne comprenez pas très bien de quoi il s'agit par la même occasion. Toutes ces petites choses-là pourraient être expliquées par ces pistes-là qui ne sont pas suffisamment explorées aujourd'hui. Tout à fait. Alors, à la base, avant que cette hyperperméabilité intestinale s'installe, on a quelque chose d'autre. On a la perturbation du microbiote, donc de la flore intestinale. Oui. Il faut savoir que la flore intestinale, appelée actuellement microbiote intestinal, tapisse la paroi de notre intestin et s'accroche dans un mucus qui est synthétisé par l'intestin. À partir du moment où on a une alimentation déséquilibrée, et non une alimentation dite hypotoxique et anti-inflammatoire, et je développerai tout à l'heure. Oui. À partir du moment où on est très stressé, où on prend énormément de médicaments, eh bien, ce microbiote intestinal qui protège la paroi de notre intestin va s'amoindrir, va devenir d'une moins bonne qualité, moins bonne quantité également. Et le mucus va petit à petit tendre à disparaître. Et à partir du moment où notre microbiote s'altère, où le mucus qui tapisse notre intestin, dans lequel s'accroche le microbiote, s'altère également, eh bien, cette paroi intestinale va être mise à nu et va avoir tendance justement à être érodée. Les microvillosités de l'intestin vont commencer à s'éroder, à s'atrophier, et les jonctions serrées qui relient les entérocytes, les molécules de l'intestin les unes aux autres, vont commencer à s'ouvrir petit à petit. Et voilà. Et là, c'est vraiment, on peut le dire, la porte ouverte à l'inflammation. Alors, on va parler dans cette émission, évidemment, de l'alimentation et de ce régime dont vous avez parlé. Oui. On va parler aussi du stress, parce que c'est important. On parlera aussi du sommeil, bien sûr, dont le rôle est totalement encore trop négligé aujourd'hui, alors qu'il joue un rôle. Et puis, bien sûr, le stress, on parlera de notre cerveau, puisque ce lien cerveau-intestin aujourd'hui, il est bien établi. Et on va essayer de rétablir tout ça. Parce que le but, évidemment, c'est de pouvoir au maximum rétablir ce microbiote qui, lorsqu'il est sain, fonctionne plutôt bien et permet une perméabilité plutôt normale. Écoutez, oui, clairement, le microbiote, c'est le cœur de notre bonne santé. Et l'intestin, plus généralement, est vraiment le cœur de notre immunité et de notre bonne santé psychique. Oui. Le cœur de notre immunité d'abord, parce que 70 à 80% des cellules immunitaires sont dans l'intestin. Donc, un intestin sain est garant d'une bonne santé, d'une bonne immunité. Il faut aussi savoir que c'est l'intestin qui contrôle la production de certains neurotransmetteurs clés, comme le cortisol, l'hormone du stress, mais également la dopamine qui nous donne la motivation, l'énergie pour démarrer la journée, et la fameuse sérotonine, l'hormone du bonheur, qui est synthétisée à 90% dans l'intestin et qui reste dans l'intestin. Donc, clairement, un intestin en bonne santé, c'est un intestin qui nous permet d'être bien dans notre tête, et cet axe intestin-cerveau est maintenant connu et reconnu par tous. Oui, c'est un intestin heureux. Voilà, tout à fait. On va y revenir après une page de pub. Et puis, on va démarrer évidemment sur tout cela. Et puis, vous dire aussi qu'on a un code promo, si vous le désirez, pour l'e-book mes 60 meilleures recettes que vous proposez sur votre site greencoachnutrition.com avec un code promo qu'on va vous donner juste après la page de pub. Comme ça, vous aurez bien le temps de le noter. Tendance première.
On a juste une question. Alors, on l'aborde, mais vraiment très rapidement, puisque je l'ai dit, Myriam, vous n'êtes pas médecin non plus, et c'est pas du tout la vocation de l'émission. Christine qui demande, c'est du coup, dans vos lectures et vos recherches que vous avez effectuées depuis de nombreux mois, hein, c'est pas un petit article que vous sortez là-dessus, je tiens quand même à le préciser, vous avez fait de grandes recherches sur la question, et ça fait plusieurs années que vous vous intéressez à tout cela. Dans vos recherches, est-ce que vous avez vu si ça avait une influence aussi sur les infections urinaires ? Sur les infections urinaires, effectivement, nous avons un microbiote intestinal, mais nous avons également une flore vaginale, une flore buccale et un microbiote de la peau. Oui. Et effectivement, lorsqu'il y a, par exemple, un déséquilibre de la flore intestinale à cause, par exemple, d'une prise d'antibiotiques, d'une trop grande prise de médicaments, d'un grand stress, la flore intestinale va être perturbée, la flore vaginale également. C'est ça. Et donc, effectivement, il y a un lien très fort entre les différents microbiotes de notre organisme. Alors, on va parler alimentation, évidemment, puisque c'est l'une des premières clés sur lesquelles on va pouvoir jouer pour rétablir ce microbiote, avoir une muqueuse efficace et avoir une faune intestinale qui soit la meilleure possible. C'est finalement assez simple comme régime. Et tout à fait. Donc en fait, ce régime, et je mets vraiment des gros guillemets. Oui, régime, évidemment. Cette diète, cette manière sous terme de régime alimentaire. Voilà, tout à fait. C'est un régime qui vient d'un docteur qui s'appelle le docteur Seignalais, qui est très connu et qui a créé cette diète dite hypotoxique et anti-inflammatoire. Ouais. Donc en quoi elle consiste ? Elle consiste en le fait de manger tout simplement des aliments vrais, bruts, que la nature a prévus pour nous, et elle est consommée telle qu'elle. Voilà. En gros, c'est une très grande quantité de fruits et de légumes qui contiennent des antioxydants, naturellement, une grande quantité d'épices, des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, car les fibres sont la nourriture de nos bébêtes intestinales. Il faut savoir que pour avoir une flore intestinale, un microbiote intestinal de qualité, il faut consommer des fibres. Donc riches en fibres, c'est-à-dire des noix, des légumineuses, lentilles, haricots secs, pois chiches, des aliments fermentés qui vont faire fructifier notre microbiote intestinal, des bonnes graisses, telles que les graisses acides gras oméga 3 qu'on retrouve dans les petits poissons gras, dans les bonnes huiles telles que l'huile de lin, de colza, de noix, mais également des aliments riches en magnésium. Alors il est important de savoir que manger bio, c'est intéressant pour la planète, c'est intéressant pour notre bonne santé également. Pourquoi ? Parce que les pesticides vont agir sur notre flore intestinale comme des antibiotiques. Donc, ils vont détruire une partie des bonnes bactéries intestinales. Si on mange bio, eh bien, on en est déjà prémuni. Et quelque chose dont on parle peu, c'est la manière de cuire nos aliments. Il faut savoir que les cuissons douces, qui ne dépassent pas 100 degrés, sont des cuissons dites hypotoxiques parce qu'elles ne vont pas générer à la surface des aliments des molécules qui sont reconnues comme toxiques par notre organisme. Ces molécules, on les appelle des molécules de Maillard. Voilà. Et donc... donc on ne fait pas griller la viande ? Alors, faire griller la viande, ça provoque effectivement des molécules toxiques à la surface de la protéine. Donc, le plus possible, cuisson douce, basse température, au four ou à la vapeur. Triste je suis. Bon, après, voilà, de temps en temps, ça ne devrait pas te poser de soucis, mais... Au quotidien, c'est mieux de cuire avec une température qui ne dépasse pas 100 degrés. A contrario, une alimentation qui sera plutôt inflammatoire, c'est une alimentation qui contient des produits laitiers. Et pas à cause du lactose forcément, parce que dès qu'on dit produits laitiers, tout le monde pense lactose. Moi, le lactose, c'est le sucre du lait. Ce qui pose souci dans les produits laitiers, c'est plutôt la caséine. C'est l'une des protéines des produits laitiers. Cette caséine, c'est une grosse molécule que notre corps n'arrive pas à hydrolyser, à couper en petits morceaux. Oui. Et lorsqu'elle arrive dans notre intestin, eh bien, elle va venir perturber la flore intestinale. Et si notre intestin est déjà à un état d'hyperperméabilité, ces fragments de caséine vont passer la barrière intestinale et vont être reconnus par notre système immunitaire comme ennemis. C'est là que l'inflammation va se réveiller. Et à partir du moment où on crée de l'inflammation, au niveau intestinal, cette inflammation va pouvoir se répandre dans le corps. Et souvent, les personnes qui ont des inflammations type ORL ou type cutanée, c'est dû à ces molécules de caséine. Sinusite à répétition, asthme, eczéma. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose... Il faut le ressentir. Est-ce qu'on nous a pas vendu un truc pendant des années en nous disant c'est bon parce qu'il y a de la caséine immunitas ou je sais pas quoi? Alors, ça, c'est le nom d'une bactérie. Caséine, c'est possible. Ah, c'est pas la même chose.
C'est possible que ce soit le nom d'une bonne bactérie, mais voilà. c'est ça. Oui, okay, voilà, d'accord. C'est pas à ne pas confondre. Voilà, okay. je ne me prononcerai pas là-dessus. Cependant, clairement, si on réfléchit de manière très simple, les produits laitiers, c'est le lait que la vache produit pour son veau. Et le veau, il consomme le lait de sa maman pendant 6 mois uniquement. En 6 mois, il prend 350 kilos et ensuite, il n'y touche plus. Oui. Nous, êtres humains adultes, on va venir consommer le lait d'un autre animal toute notre vie. Ça pose des soucis. D'accord. À plusieurs niveaux, je ne vais pas développer ici. Alors, deuxième type d'aliment qu'il vaut mieux éviter, c'est le gluten du blé moderne. Le blé moderne, c'est ce blé qui a été hybridé ces 60 dernières années par les industriels et qui contient un gluten Frankenstein, comme je l'appelle, beaucoup plus agressif, beaucoup moins digeste. C'est un gluten OGM, Un gluten... d'accord. Voilà, type OGM. Oui, c'est des manipulations hybrides en laboratoire qui nous ont donné ce blé-là. Et ce gluten, c'est également, comme la caséine, une grosse molécule qu'on n'arrive pas à digérer correctement, qui va venir se coller à la paroi intestinale. Le gluten, c'est une glu, c'est un liant. Il va venir se coller à la paroi intestinale, qui va venir perturber notre flore intestinale. Et si par malheur, on est atteint d'hyperperméabilité, ces fragments de gluten vont passer la barrière intestinale et vont également réveiller très fort le système immunitaire. Encore une fois, douleur intestinale, mais aussi au niveau articulaire, ORL, peau et autres. Voilà, donc ça, c'est les 2 types d'aliments à éviter. Alors, évidemment, on essaye d'éviter au maximum tout ce qui est alcool, qui est très corrosif, les excès de café également, qui sont très corrosifs pour l'intestin. Tous les produits industriels, ultra-transformés, qui contiennent des pesticides, des mauvaises graisses, des mauvais sucres. Et il faut mettre aussi un point sur l'eau du robinet but telle qu'elle. C'est-à-dire qu'elle contient du chlore, l'eau du robinet. Et le chlore tue les bactéries de l'eau, mais va aussi venir tuer une partie des bactéries de notre flore intestinale. Donc, moi, ce que je propose toujours, c'est d'essayer de purifier son eau du robinet par le biais de bâtons de charbon actif ou par le biais d'un système de filtration. Alors, on est bien d'accord que les gens qui sont obligés de boire l'eau du robinet parce qu'ils n'ont pas le choix ne se mettent pas non plus en danger imminent. Ici, on parle de réparer un intestin qui est en inflammation et donc le chlore présent dans des normes tout à fait acceptables dans l'eau du robinet, ici, viendrait casser un peu une partie du travail qu'on est en train d'essayer de faire. Voilà, tout à fait. Alors, moi, je bois l'eau du robinet, mais je la bois filtrée. Oui, voilà. Je n'achète pas de bouteille d'eau, je la filtre. Et de toute manière, le chlore, il s'évapore à l'air libre. Alors, le système de filtration au charbon haute, c'est encore mieux, mais il vous suffit juste de remplir l'eau du robinet dans une carafe, de le mettre au frigo, ou de le laisser à l'air libre, le chlore va s'évaporer. C'est ça. Voilà. Si on n'a pas les moyens d'investir... C'est le plus simple. C'est ça. Alors, on a dit l'eau, surtout les aliments hyper transformés, le café en excès, l'alcool aussi, et le lait et les produits laitiers. Et le gluten. Voilà. Et on remplace ça finalement par une sorte... Enfin, tout ce que vous avez dit avant, ça ressemble à un régime très équilibré finalement. Écoutez, oui, en fait, quand on y réfléchit, on se rapproche très fort du régime méditerranéen. Oui, on se prive pas énormément de choses à part... Il n'est pas question de se priver. Je dis toujours qu'à chaque aliment, qu'à chaque ingrédient existe son alternative saine. C'est-à-dire que au lieu de consommer des produits laitiers, on va plutôt consommer des produits à base de soja, lait d'amande, jus végétal d'amande et autres. Voilà. Au lieu de consommer du pain de blé, de froment, on va consommer du pain de seigle, par exemple. Parce que le seigle ou même le petit épeautre sont des céréales dont le gluten n'a pas été hybridé. Et donc un gluten qui est beaucoup plus digeste. Et si en plus on achète un pain qui a été fermenté avec du levain naturel, le levain naturel crée déjà une prédigestion du gluten. Et donc, ça aide à une meilleure digestion du gluten. Et donc, ce gluten ne va pas arriver intact dans notre intestin grêle et donc ne va pas perturber notre système digestif. Alors, on a Véronique, je pense savoir qui c'est, qui est nutritionniste, je pense, ou diététicienne, en tout cas qui penche pour la balance des diététiciens et nutritionnistes contre qui on n'a absolument rien, évidemment, qui dit qu'on a toujours beaucoup de messages erronés qui diabolisent le gluten et les produits laitiers. Alors, encore une fois, on ne diabolise pas le gluten et les produits laitiers, on parle bien d'un intestin en inflammation, et que pour les personnes chez qui ça pose aucun problème, moi, ça ne me pose pas de problème. Exactement.
du lait ou de manger du gluten. Visiblement, je suis bien résistante à ça. Tout à fait. Mais ici, on parle bien de réparer ce genre de choses. Alors effectivement, lorsqu'on a un système digestif en parfait état, qu'on a une barrière intestinale intègre, qu'on a un microbiote qui est sain, eh bien, le fait de consommer du gluten et des produits laitiers de manière modérée ne va pas venir créer de l'inflammation. C'est ça. Là, on parle bien de personnes qui ont un système digestif perturbé et à travers lequel ces molécules non digérées pourraient passer et créer de l'inflammation. Donc voilà. Alors évidemment, ce qui compte, c'est le ressenti. On est tous différents et on ne peut pas dire « le gluten, les produits laitiers sont mauvais pour tous ». Pas du tout. Ce qui prime, c'est le ressenti. Lorsque certaines personnes consomment des produits laitiers et qui voient que ça ne va pas du tout, qu'ils ont des remontées acides, etc., qu'ils ont des crises de douleur après, il y a des questions à se poser. Alors ça peut être soit une intolérance au lactose, le sucre du lait, parce que l'intestin grêle ne synthétise plus cette enzyme qu'est la lactase qui nous aide à dégrader le lactose, soit c'est un problème d'inflammation dû à la molécule, à la protéine de lait qu'est la caséine. On va parler aussi du stress, évidemment. Le stress qui ne favorise pas non plus d'avoir un microbiote en bonne santé et en bon état. Oui, tout à fait. Alors le stress, en fait, on sous-estime son pouvoir délétère sur la santé. Le stress serait 300 à 400 fois plus acidifiant qu'une mauvaise alimentation. Parce que le stress génère de l'inflammation, des cytokines inflammatoires qui vont venir attaquer également notre système digestif. Et donc, clairement, si on se nourrit de manière hypotoxique, anti-inflammatoire, d'une manière ultra saine, mais qu'à côté de ça, on est quelqu'un d'ultra stressé, angoissé, anxieux, voilà, ça va être compliqué. Donc, c'est clair que la gestion des émotions à côté de l'alimentation est primordiale. On a trop longtemps sous-estimé l'importance, en fait, du psychique. Et maintenant que le lien, l'axe intestin-cerveau, le lien entre l'intestin et le cerveau est bien établi, on ne peut vraiment plus sous-estimer. Alors souvent, le stress peut être un facteur déclencheur des maux intestinaux, mais à partir du moment où on a une perturbation intestinale, eh bien, l'intestin ne va plus bien synthétiser cette sérotonine, et donc on peut être aussi stressé. Et donc finalement, le stress est une cause. C'est le serpent qui se mange la queue. Exactement, est une cause et également une conséquence. C'est ça. On va parler aussi du sommeil, mais en deuxième partie d'émission. Ce sera juste après les informations de 11h. De retour pour parler évidemment de l'hyperperméabilité intestinale à travers l'alimentation et ce que nous mangeons dans notre assiette. Et puis, nous recevons évidemment pour en parler Myriam Camou qui est avec nous, coach en nutrition, certifié en nutrithérapie. On retrouve l'article que vous avez publié sur votre site greencoachnutrition.com, site sur lequel on va d'ailleurs aussi pouvoir retrouver votre e-book, mes 60 meilleures recettes, avec un code promo aujourd'hui d'une réduction de 5 €. Excusez-moi Myriam. Une réduction de 5 € sur cet e-book si vous utilisez le code promo Noël 2020. Le tout en majuscule, Noël 2020. On parle donc d'hyperperméabilité intestinale. J'avais bien réussi à le dire jusqu'à maintenant. Avec vos questions aussi qui nous sont arrivées et notamment par rapport aux produits laitiers pour parler un petit peu des alternatives. Tendance première. Véronique Tiberghien. Prune, elle consomme plutôt du lait de chèvre. Elle voulait savoir ce qu'il en était, par exemple du yaourt au lait de chèvre, si on considère aussi que ce sont des produits fermentés. Oui, donc de toute manière, un yaourt est toujours fermenté, ça clairement. Alors maintenant, la différence entre les laits de grands animaux, comme la vache, et les laits des petits animaux, c'est qu'il y a moins de facteurs de croissance dans les laits des petits animaux. Ces facteurs de croissance ont un effet qui va nous faire stocker, mais ils ont aussi un effet d'hyperkératinisation de la peau. Ça veut dire qu'il est plus intéressant de finalement, si on consomme des laits animaux, de prendre des laits de plus petits animaux, parce que nos cellules de la peau ne vont pas se démultiplier trop rapidement, et on va avoir aussi moins tendance à stocker du gras. N'oublions pas que ce petit veau prend quand même 350 kilos grâce au lait de la vache. Et donc voilà, donc on se rapproche déjà plus d'un lait qui nous irait. Mais ce qui est surtout très important... il ne le digère pas comme nous. Il le digère pas comme nous. Enfin, il le synthétise pas comme nous on le synthétiserait, le veau. C'est pour ça qu'il prend du poids. Il prend du poids, mais on se rend pas compte que les produits laitiers nous font stocker. Nous font stocker parce que ce facteur de croissance qu'il contient, qui s'appelle IGF-1, réagit dans notre corps comme de l'insuline. Et l'insuline a un effet anabolisant.
va nous faire stocker. Et donc, effectivement, ça fait grandir l'enfant, mais l'adulte, ça lui fait prendre du gras, quand bien même il s'agit de produits allégés en graisse. Parce que ce qui est important, c'est pas l'allégé en graisse. Ce qui va favoriser le stockage, c'est vraiment cette hormone de croissance contenue dans les produits laitiers. Alors, je vous conseille de toute manière, lorsque vous consommez des produits laitiers, de les consommer plutôt non pasteurisés. Parce que le fait de les pasteuriser vont tuer les enzymes digestives et ne vont pas aider à une bonne digestion de ces produits laitiers. Voilà. C'est ça. Aucun rapport. Christine demande si on prend du yaourt maigre, ça passe ou pas. En fait, la caséine, c'est pas maigre ou entier. Non, la caséine, c'est une protéine. Le lactose, c'est un sucre. Les graisses, c'est les graisses. Et donc, allégé en graisse. Et souvent, renforcé en sucre. Faut pas oublier que les yaourts light, on les allège en graisse, mais dedans, on met de l'amidon, etc. pour les épaissir. Et donc, moi, je dis toujours, plus on consomme le produit brut, mieux on se porte. C'est ça. Alors, on a 2 personnes qui ont réagi et qui prennent des anti-inflammatoires pour des raisons, dans les 2 cas, totalement différentes. D'accord. Mais ça me permet de rebondir sur le fait que anti-inflammatoires, antibiotiques, etc., vous l'avez dit, la prise de médicaments. Et on sait, quand on prend des antibiotiques, on vous conseille souvent de faire ensuite, soit de prendre des probiotiques par la suite pour reconstituer la flore intestinale, soit ce genre de choses, sans forcément devoir prendre un complément alimentaire, ce qui peut aider aussi, mais enfin, c'est pas non plus... Si on peut trouver tout dans l'alimentation, c'est bien. Quand on prend des médicaments, effectivement, on perturbe un peu ce microbiote. Alors, clairement, le fait de prendre des anti-inflammatoires, ça peut évidemment aider d'une manière ponctuelle. Mais toute l'idée de la nutrithérapie revient à dire que ce qui compte, ce n'est pas d'étouffer les symptômes, mais c'est de s'attaquer aux causes. Et donc, on peut étouffer le symptôme de manière ponctuelle pour se sauver quelque part, mais ce qui va importer, c'est de s'attaquer aux causes. Et c'est bien ça le problème, c'est que trop souvent, on masque les symptômes sans s'attaquer aux causes. Et donc, la cause, c'est certainement un système digestif qui dysfonctionne. Et donc, je propose vraiment un protocole de restauration de l'écosystème intestinal par l'alimentation, mais aussi par le biais de la prise de certains compléments alimentaires, notamment la glutamine, qui est un acide aminé, donc un constituant de la chaîne protéique. Cet acide aminé, cette glutamine, est le carburant des cellules intestinales. Et il se trouve déjà dans l'alimentation, mais en le prenant en plus grande quantité, on va aider les entérocytes, les molécules de l'intestin, à s'auto-régénérer de manière plus rapide. Une fois qu'on répare la barrière intestinale, l'idée est de l'aider à se réensemencer avec des bonnes bactéries par le biais d'une prise de probiotiques. Quand on prend des antibiotiques, par exemple, parce qu'on est malade, on n'a pas envie de cuisiner non plus, est-ce que la soupe, c'est bon ? Parce que là, vous l'avez dit, fruits et légumes, si possible crus, mais est-ce que cuit, on a quand même un bénéfice ? Alors, cuit, on a le bénéfice des fibres, certainement, mais effectivement, toutes les molécules antioxydantes ne sont plus intègres. Mais la chose la plus importante, c'est qu'après avoir pris des antibiotiques, et ça, c'est quelque chose que beaucoup de médecins recommandent aujourd'hui, mais pas encore tous, et c'est hyper important de se dire qu'après une prise d'antibiotiques, il est hyper important de prendre des probiotiques qui vont venir rééquilibrer la flore intestinale. Parce que lorsqu'on prend des antibiotiques, on tue les pathogènes, mais on tue aussi une très grande partie des bonnes bactéries protectrices, les bactéries amies, qui sont le siège, encore une fois, de notre immunité et de notre bonne santé psychique. Donc que ce soit, et certainement encore plus, les bébés, les enfants, les adultes, il n'y a finalement aucune contre-indication à la prise de probiotiques, sauf lorsqu'on a un certain type de perturbation de la flore intestinale, je pense au SIBO, par exemple, qui est la prolifération de mauvaises bactéries au niveau de l'intestin grêle. Mais généralement, rares sont les moments où on ne peut pas prendre ces probiotiques. Donc vraiment, les cures de probiotiques sont très bénéfiques. Ouais, mais c'est trop cher. Moi, je suis désolée, c'est beaucoup trop cher. C'est vrai que c'est cher. Ça en pharmacie, c'est 60 balles ou quelque chose comme ça. Non, pas toujours. Non, c'est vrai. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé la question. C'est démocratise parce qu'ils sont de plus en plus utilisés. Et donc, effectivement, on va parler d'économie. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver les probiotiques dans son alimentation de tous les jours ? Oui, tout à fait. Dans l'alimentation de tous les jours, dans tous les produits fermentés, que sont les yaourts, les légumes lactofermentés, effectivement, c'est encore plus intéressant. Mais c'est vrai qu'on en consomme très peu. On consomme trop peu de produits lactofermentés. C'est les kéfirs et trucs comme ça, c'est ça ? Les kéfirs comme Bucha et autres sont intéressants. Mais c'est vrai que lorsqu'on a tué de manière artificielle, on va dire, avec un antibiotique, une très grande partie de sa flore intestinale, il va falloir aussi mettre un boost
en réensemençant l'intestin avec des bonnes bactéries par le fait de prendre des probiotiques sous forme de gélules. Ça va, si vous voulez, catalyser la réaction. Ça va la rendre plus rapide. C'est ça. On n'a malheureusement pas le temps, mais si on va l'aborder 2 minutes, le sommeil quand même. Oui. J'avais dit qu'on en parlerait un tout petit peu. Tout à fait. Écoutez, le sommeil, on sous-estime aussi son importance. Ouais. Or, c'est pendant que nous dormons qu'on répare les tissus et qu'on détoxifie l'organisme. Mhm. Et donc, si on ne dort pas assez, la réparation de l'intestin se fait moins bien. La détoxification du foie se fait moins bien aussi parce que, quelque chose que je n'ai pas encore précisé, c'est que lorsqu'on a un intestin perméable, que les toxines passent la barrière, c'est qui ramasse derrière? C'est le foie. Donc, l'engorgement du foie est souvent lié à une hyperperméabilité intestinale. Donc, bien dormir, ça nous permet de détoxifier l'organisme, de réparer le corps, mais également d'avoir une meilleure humeur, une meilleure capacité de concentration et moins faim aussi. Parce que lorsqu'on est en déficit de sommeil, la gréline, l'hormone de la faim, est synthétisée en plus grande quantité. On l'a tous remarqué. Oui, c'est ça. On a envie d'un bon spaghetti bolo quand on n'a pas bien dormi. Tout à fait. Oui. En gros, le corps compense. On n'a pas assez d'énergie, eh bien le corps va demander du gras et du sucre pour tenir le coup. C'est ça. Enfin, oui, je dis un spaghetti bolo, chacun a son image du plat régénérant dont on a parfois besoin en hiver. Alors, on l'a compris, évidemment, raison gardée, une alimentation équilibrée, c'est pour tous les jours, c'est un traitement à long terme aussi, hein, et ce sont surtout des bonnes habitudes alimentaires à prendre. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, et puis réintégrer peut-être parfois petit à petit, si vous voulez l'essayer, des choses que vous avez supprimées pour rétablir cette flore intestinale, les réintroduire petit à petit en manière raisonnée et raisonnable aussi. Le chocolat, j'ai retenu, c'est très bon. Le cacao. Le cacao. Le cacao. J'ai essayé. Oui. Merci beaucoup Myriam Camou d'être venue dans ce... On renvoie évidemment nos auditeurs à l'article que vous avez écrit, coachnutrition.com pour en savoir un peu plus. Sur greencoach-nutrition.com. Et puis un article tout à fait étayé, etc. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, pourquoi pas, avec d'autres secteurs qui s'intéressent aussi à cette problématique. Belle journée à vous. Merci Véronique, à bientôt.